Bon, on va démarrer. Bonjour à tous, bienvenue. Après une bonne pause déjeuner, on va prendre 45 minutes ensemble pour parler du mécénat. Le mécénat, une opportunité pour financer vos projets. Ce webinaire durera, l'idée c'est qu'il dure à peu près 45 minutes, il y aura 30 minutes de présentation et après on essaiera de prendre 15 minutes pour répondre à vos questions. Il faut que j'arrive à passer les slides. Je suis en compagnie de Olivier Robin, associé, avocat, directeur associé chez KPMG Avocats. Bonjour Olivier. Bonjour. Et je suis en compagnie de Florence de la Laurencie, qui est responsable du mécénat et du développement à la Fondation Saint-Mathieu. Bonjour Florence. Bonjour Pardon. Clarisse, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors KPMG parce que nous sommes partenaires et Florence parce que nous travaillons en lien étroit avec la Fondation Saint-Mathieu comme un acteur de l'enseignement catholique. Donc merci d'avoir accepté cette invitation de faire un webinaire sur le mécénat. Alors pourquoi faire un webinaire sur le mécénat? La réponse est simple. En fait, le mécénat d'entreprise, c'est une voie de financement possible pour les OGEC. Lorsque les OGEC ont des projets immobiliers, ont des projets pédagogiques innovants, c'est intéressant de pouvoir aller rechercher du mécénat qui a différents avantages pour les personnes qui vont vous donner de l'argent. Donc, nous avons souhaité faire ce mécénat. Alors, on a invité KPMG pour avoir son regard technique sur qu'est-ce que le mécénat, à quoi il faut faire attention, quelles sont les différentes formes du mécénat. Et après, nous avons invité la Fondation Saint-Mathieu qui a développé depuis quelques années une expertise sur la recherche sur le mécénat d'entreprise et qui accompagne des établissements dans la recherche de mécènes. Donc, c'était intéressant d'avoir leur retour d'expérience, de pouvoir parler d'établissements qui se sont lancés et qui ont réussi à obtenir de l'argent grâce au mécénat d'entreprise. Donc, on peut commencer, on va rentrer dans le dur. Alors là, il faut 15 minutes de concentration parce que ça va être technique, même si vous allez voir, c'est finalement pas si compliqué que ça. Olivier, je vous laisse la parole. Et Clarisse, donc effectivement, le mécénat au sein de l'enseignement catholique, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet important parce que c'est une source de financement qui aujourd'hui n'est pas forcément encore beaucoup exploitée par les différents établissements. L'idée d'abord, c'est de vous donner, on va dire, un aperçu de ce que regroupe le mécénat, parce que on connaît tous en fait le petit don de somme d'argent qu'on fait aux associations et aux œuvres caritatives tous les ans contre un petit reçu qui nous permet d'avoir une réduction d'impôt sur notre déclaration d'impôt sur le revenu, mais c'est un peu plus large que ça. Donc ça tourne, donc c'est pour ça que je l'ai mis au centre, autour de la notion de don. Ce don-là, il peut être fait par deux types de personnes, donc les gens comme vous et moi, ce qu'on appelle les personnes physiques, mais également les entreprises, donc dans ce qu'on appelle logiquement le mécénat d'entreprise. Ces dons-là, ils vont pouvoir avoir plusieurs formes. Donc on va avoir ce qu'on appelle les dons en numéraire, c'est-à-dire les dons de sommes d'argent, auxquels vous êtes, à mon sens, un peu plus habitués, mais également des dons en nature, donc qui vont consister en la remise tout simplement d'un objet, en fait, à l'association ou à l'organisme bénéficiaire, mais également, dans certains cas, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du mécénat de compétences, c'est-à-dire qu'une personne va venir travailler au sein de l'association et la personne, donc morale la plupart du temps, l'entreprise qui aura envoyé cette personne pourra bénéficier d'une réduction d'impôt en contrepartie. Pour ce qui est des organismes bénéficiaires, donc on a un certain nombre d'organismes bénéficiaires avec différents types d'activités dans différents secteurs qui peuvent bénéficier en fait du régime du mécénat, c'est-à-dire qui ont le droit d'émettre des reçus fiscaux, mais elles vont surtout se recouper autour de trois critères communs et on va dire de base pour pouvoir être qualifié comme étant éligible au mécénat. Donc ça va concerner les œuvres ou organismes d'intérêt général. Donc quand on dit intérêt général, ça va à l'encontre de l'intérêt d'un cercle de personnes restreint. Donc effectivement, il faut qu'on ait une vocation un petit peu générale et qu'on ne s'adresse pas typiquement comme les associations d'anciens élèves à un cercle délimité de personnes.
il faut qu'on ait une activité qu'on appelle non lucrative. Donc, autour de ce terme un peu ronflant, l'idée, c'est que l'association à qui on donne de l'argent n'ait pas, on va dire, un profil comme les acteurs du secteur commercial, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas une activité de vente, qu'elle n'ait pas une activité de prestation de services qui, dans la logique, devrait la conduire à payer des impôts. Dès l'instant où on paye des impôts et qu'on a une activité qui peut être analysée comme commerciale, on ne peut pas être éligible au mécénat. Il faut qu'on ait une gestion désintéressée, c'est-à-dire que mes administrateurs ne perçoivent pas un avantage disproportionné de leur rôle au sein de l'association. Donc pour ça, on a des seuils qui sont prévus pour ne pas être trop rémunérés. Et dernière condition, on ne doit procurer aucun avantage aux membres de notre association. Dès l'instant où on remplit ces 3 critères-là, et donc moyennant ensuite un certain nombre de secteurs dans lesquels je déploie mon activité en tant qu'organisme sans but lucratif, je peux bénéficier du régime du mécénat et donc émettre des reçus fiscaux pour les personnes qui me donnent de l'argent ou qui me donnent des biens en nature ou qui me détachent des personnes pour faire du mécénat de compétences. Cette réduction, elle va être, on va dire, de 2 types. Donc, pour les personnes physiques comme vous et moi, on peut obtenir une réduction d'impôt de 66% du montant qui est donné à l'association dans un maximum de 20% du revenu. Donc, il y a une réduction d'impôt, je ne l'ai pas mis là, renforcée aussi pour un certain nombre d'organismes qui sont délimités, notamment les organismes pour les personnes en difficulté qui peut monter jusqu'à 75%, mais le montant de la réduction de droit commun, c'est bien 66% pour les personnes physiques. Pour les entreprises, on va avoir 2 seuils. On va avoir une réduction d'impôt de 60% du montant donné dans la limite de 2 millions d'euros. Dès l'instant où on est sur des dons qui sont supérieurs à 2 millions d'euros, on va passer à un taux dégressif de 40%. Et tout ça dans un maximum de 0,5% de mon chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment les aspects principaux qui tournent autour du don et qui régissent le mécénat. On va regarder, on va dire un peu plus près, les différentes formes de mécénat que vous pourrez rencontrer dans le cadre des OGEC au quotidien et comment on peut effectivement les gérer. Donc je viens passer au... Si je prends un cas pratique, ça veut dire qu'une personne physique qui donne 100, elle va avoir une réduction fiscale, qui donne 100 à l'OGEC. Ça veut dire qu'elle va avoir une réduction fiscale, un reçu fiscal de 66 €, c'est ça? Tout à fait, exactement. Qui sera émis par l'OGEC pour cette personne. Si c'est une entreprise qui donne 100, elle va avoir un reçu fiscal de 60 €. Tout à fait, exactement. C'est aussi simple que ça. Alors effectivement, ce qui va être important, c'est les différentes formes de mécénat qu'on peut rencontrer, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément très, on va dire, évidentes. Donc, comme je vous le disais, on va avoir du don en numéraire, donc le don de somme d'argent qui va être le plus simple, qui va pouvoir être réalisé par les personnes physiques ou par les entreprises. Mais dans les choses qui peuvent être intéressantes aussi pour les OGEC, il y a la prise en charge des frais dans le cadre du bénévolat. Alors, il faut faire attention. Si je vous donne un cas concret, c'est-à-dire que voilà, je dois, dans le cadre de mon activité pour l'OGEC, par exemple, je dois me rendre, je ne sais pas, j'ai un projet immobilier, je dois me rendre dans les locaux de l'architecte qui sont un peu loin. Donc du coup, je prends ma voiture et je vais rendre visite à cet architecte et je reviens. Ça, effectivement, c'est des frais qui sont engagés par notre bénévole au profit de l'OGEC. Et ça, ces frais-là, ils peuvent effectivement donner lieu à l'émission d'un reçu fiscal, c'est-à-dire qu'on va bénéficier en contrepartie d'une réduction d'impôt. Alors, c'est quoi les conditions pour bénéficier dans ce cadre de la réduction d'impôt? C'est pas demander le remboursement de mes frais à l'OGEC. C'est-à-dire que moi, j'abandonne le remboursement de mes frais. Donc, par exemple, si sur la route, j'ai été manger quelque chose et que j'ai une note de restaurant, et ça, je m'engage à ne pas demander le remboursement à l'OGEC. Et donc, du coup, on va dire que l'abandon de ces frais-là me donne le droit, en contrepartie, à un reçu fiscal. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être effectivement intéressant parce que c'est un petit peu spécifique. De l'autre côté, une fois qu'on a parlé de ces éléments-là, on va avoir aussi le don en nature. Le don en nature, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi parce que voilà, j'ai une entreprise qui potentiellement a des choses en stock qui peuvent m'intéresser. Donc ça peut être un petit peu de matériel et qui envisage de me les donner. Donc dans ce cas-là, effectivement, ils peuvent me le donner. Donc on ne fait pas transiter une somme d'argent, mais bien un bien meuble corporel. Et en échange, je vais pouvoir avoir un reçu fiscal.
Pour les entreprises, ce reçu fiscal, il va être émis sur la base, donc la réduction d'impôt, elle va être calculée sur la base d'une valeur que va me communiquer l'entreprise, qui est le prix de revient de ce que je donne moi en tant qu'entreprise. Donc, c'est-à-dire que quand on parle de prix de revient, c'est pas la valeur pour laquelle j'aurais vendu mon bien à un client normal, mais bien ce qu'il m'a coûté avant de le mettre en vente. Donc, c'est les frais d'achat auprès de mon fournisseur, ça va être les frais de transport, etc. Mais donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui est de la responsabilité de l'entreprise, mais sur la valeur qu'elle vous communique, normalement, c'est ce que ça lui a coûté à l'achat. Et éventuellement, en termes de coûts de stockage et de transport. Et dans ce cas-là, vous, en tant qu'OGEC, vous pouvez émettre un reçu sur la base de cette valeur-là qui correspond à 66% du montant et de la valeur de l'objet qui vous est transmis. Pour les personnes physiques, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on va être sur des choses qui sont un petit peu plus spécifiques parce qu'on va être sur du don d'œuvres d'art. On va pouvoir aussi avoir du don de biens immobiliers, je pense notamment à des terrains. Et donc ça, c'est un petit peu plus complexe parce que l'administration, elle va être regardante sur la valeur de ce qui est donné. Donc, par exemple, pour la donation d'un terrain, elle va avoir besoin d'une attestation notariale pour valider en fait le terrain qui est donné. Et pareil pour les biens d'exception ou les œuvres d'art, il va falloir qu'on trouve une valeur d'expert sur lequel on va pouvoir asseoir justement notre réduction d'impôt. Donc ça, c'est pour le don en nature. Pour les entreprises, on peut sortir des choses des stocks, c'est plutôt intéressant. Pour les personnes physiques, on est un peu plus restreint. Enfin, le mécénat de compétences, donc là, on parle principalement des entreprises. Ces entreprises, dans un cas de figure concret, vont nous mettre quelqu'un à disposition. Donc, je pense dans les choses qu'on va pouvoir voir au quotidien, par exemple, j'ai un paysagiste qui va venir faire, on va dire, à titre gracieux, l'entretien du périmètre de mon établissement scolaire. Eh bien, dans ce cas-là, les heures qui sont passées par la personne qui sera à faire les travaux dans l'établissement scolaire, dès l'instant où il accepte de ne pas se faire payer, vont pouvoir donner lieu, en fait, à l'émission d'un reçu fiscal. Et donc, ce reçu fiscal, la réduction d'impôt, sera calculée sur le coût, en fait, qu'aura engagé l'entreprise pour nous mettre la personne à disposition. Donc, c'est principalement son salaire et quelques coûts annexes. Et pour terminer, donc sur le troisième, je suis à peu près dans les temps, c'est bon. On va regarder de manière un petit peu plus précise le cas du mécénat dans les OGEC, parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose où on peut toujours s'interroger, parce que une des premières choses que je vous ai dit, c'est qu'effectivement, pour pouvoir bénéficier du mécénat, il faut on soit un organisme qui réponde à des conditions d'intérêt général, et on peut se poser la question légitimement de se dire, l'OGEC d'une école, est-ce qu'elle répond bien à ces conditions? On a des prises de position de l'administration qui nous disent bien que l'OGEC est bien un organisme qui répond à des conditions d'intérêt général. Donc on a bien, c'est pour ça que c'est le premier élément que je vous mentionne, une éligibilité de principe qui est reconnue par l'administration, que ce soit dans les textes, mais également quand on l'interroge sur une base un peu plus spécifique. Derrière, si on n'est pas trop sûr, effectivement, de ce qu'on veut faire, on a toujours la possibilité de se faire confirmer que notre projet mécénat au sein de l'école, il est éligible au mécénat. Donc, on va passer par ce qu'on appelle une procédure de rescrit, c'est-à-dire que je viens avec ma situation spécifique et je demande à l'administration, est-ce que je remplis bien les conditions pour bénéficier du régime du mécénat? Donc ça, c'est encadré par des règles qui sont extrêmement spécifiques, on a des modèles de rescrit qui sont prévus, etc. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est possible, mais encore une fois, il faut faire attention parce que quand on va devant l'administration, il faut être sûr de ce qu'on présente et que dans ce qu'on écrit, on n'a pas quelque chose qui va pouvoir nous desservir et qui nous conduirait à un refus de principe. Parce que pour autant, même si on a une éligibilité de principe, si derrière on va demander l'autorisation et qu'on l'a mal, on va dire, boutiqué, et que derrière on a un refus, bon, là on se retrouve un petit peu en difficulté. Derrière, une fois qu'on a dit ça, donc on est bien éligible en principe et qu'on a envie de déployer justement une vraie politique de mécénat au sein de l'établissement, il ne faut pas oublier que c'est une mise en œuvre rigoureuse. Donc que ce soit sur la documentation, les justificatifs afférents aux dons et derrière aussi le fléchage justement de ces dons-là, qu'on peut pas en faire non plus, on va dire n'importe quoi. Il faut vraiment que ça finance un certain nombre d'éléments à l'école. Et donc l'écueil principal à éviter, c'est de se dire que les sommes
qui sont remises à l'OGEC vont financer des choses qui sont un petit peu trop destinées justement à un groupe de parents défini, etc., et que ce soit assimilé. C'est ça la limite qui nous est donnée à une contrepartie à la scolarisation des élèves en fait dans l'établissement. Donc on a quand même un formalisme à respecter et un usage des sommes où voilà, il faut quand même faire un suivi très rigoureux pour que ça reste quand même assez général et que ça réponde aux conditions d'intérêt général pour lesquelles l'OGEC est éligible au mécénat. Donc ça, c'est vraiment les grands principes. On se rend compte qu'en pratique, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à mettre en œuvre et qui suscite un certain nombre de questions. Donc c'est pour ça que, voilà, moi je vais passer la parole justement à la Fondation Saint-Mathieu, qui elle est un véhicule justement dédié à ces éléments-là et qui justement aide les OGEC et les organismes bénéficiaires sur des sujets un petit peu plus lourds. Merci Olivier. On va effectivement passer à la présentation de la Fondation Saint-Mathieu. Si vous avez des questions, notez-les dans le Q&A, dans les questions-réponses. On les prendra peut-être à la fin pour être sûr que Florence ait le temps de faire toute sa présentation. J'en ai déjà noté quelques-unes. Donc, si vous n'en avez pas, moi, j'en aurai. Merci beaucoup, Clarisse. La Fondation Saint-Mathieu, en fait, donc, elle a deux grandes actions, de conseiller, collecter des fonds et de le distribuer pour l'enseignement catholique, mais on va bien le préciser juste après. Dans la slide qui est juste après, ça, j'ai pas la main. Pardon, on peut passer la slide suivante? Oui. Merci. À titre d'information, mais je crois que c'est intéressant effectivement que vous soyez un peu tous informés, la générosité publique en France, elle représente 8,5 milliards d'euros, ce qui est quand même pas mal. Et ces fonds viennent à la fois des particuliers et des entreprises. Et la part des entreprises est de plus en plus importante en ce qui concerne la générosité publique, puisqu'on a effectivement 104 000 entreprises mécènes. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la majorité des entreprises mécènes sont des petites entreprises, pas des grosses entreprises. Les grosses entreprises, effectivement, elles vont des fonds conséquents, elles travaillent avec des fondations, mais il y a beaucoup de TPE, de très petites entreprises et des petites entreprises qui font du mécénat, c'est-à-dire qu'elles donnent de l'argent sans contrepartie pour des causes d'intérêt général. Et la slide suivante va présenter rapidement la fondation. Donc, c'est une fondation reconnue d'utilité publique, donc on peut émettre effectivement des reçus fiscaux. On a été créé en 2010 pour soutenir les projets des établissements catholiques, dans la très grande majorité des cas, 99,9% de l'enseignement catholique sous contrat avec l'État. On est totalement indépendant car nous ne recevons aucun fonds de la puissance publique, ça vient que de la générosité publique, donc ce sont des dons ou des legs. Nous sommes une petite équipe de 8 salariés à Paris et il y a 300 bénévoles dans toute la France et 300 bénévoles dans toute la France parce que nous avons des fondations sous égide qui fonctionnent en fait dans une grande partie des régions de la France. Je regarde la carte là, de France qui est devant moi. Il y a quelques régions qui n'ont pas de fondation sous égide avec lesquelles évidemment on travaille quand même. Voilà, mais en tout cas qui ne nous représentent pas sur place. Et là, voilà, merci. Donc, comment est-ce qu'on fonctionne? On collecte des ressources qui sont issues de la générosité publique. On va conseiller les établissements catholiques pour leur campagne de collecte. Et puis, on va accompagner les recherches de fonds auprès des fondations d'entreprises ou des entreprises. Et puis, les fonds que nous allons recevoir, on va les distribuer soit sous la forme d'avances remboursables, comme des emprunts. Enfin, plutôt, c'est vous qui faites des emprunts auprès de la Fondation Saint-Mathieu ou des subventions, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas remboursables. On les donne. Et la dernière slide, ou l'avant-dernière, donc en fait pour collecter des fonds avec la Fondation Saint-Mathieu, il y a deux possibilités. On va travailler avec J'aide mon école, qui est une plateforme de financement participatif qui permet de financer des travaux, des projets pédagogiques pour des sommes qui sont grosso modo inférieures à 50 000 euros. On est plutôt d'ailleurs sur des fonds entre 5 000 et 10 000 euros, c'est la moyenne. Et donc peut-être que sur l'ensemble des participants, il y en a un grand nombre probablement qui ont fait déjà appel à J'aide mon école. Là, je vous montre quelques exemples, donc des exemples qui étaient assez récents. Donc il y en a à La Trimouille, à Nove et ou Noves, je ne sais pas comment on dit, et Saint-Élo. Et donc il y en a qui sont donc ceux-là, il y en a qui sont presque, voilà, qui ont plus de 52% et d'autres qui en sont au tout début en fait de la collecte. Et donc, avec J'aide mon école, les établissements scolaires peuvent collecter des fonds aussi bien de particuliers que d'entreprises qui sont en général des petites entreprises qui sont en lien direct avec l'école. Et c'est sur des projets qui sont
dans la grande majorité, mais pas que, mais dans la grande majorité des projets du type immobilier, soit pour faire des fenêtres, soit pour une partie de la toiture, une partie de la chaudière, la cour, voilà, c'est plutôt des projets comme ça. Il y a quelques projets pédagogiques, mais rarement. Et donc, il y a quand même, depuis la création, en 2017, on a quand même collecté, enfin, vous avez collecté plus de 6,6 millions avec près de 30 000 donateurs. Et c'est un véhicule qui permet aux établissements scolaires quand même de pouvoir mobiliser leur école de façon efficace. Et le deuxième point, c'est la partie mécénat qu'on va voir juste après. Donc la partie mécénat dont je m'occupe en fait depuis septembre 2022, donc je suis dédiée qu'à ça, je ne fais que ça, et donc j'accompagne les écoles sur le mécénat et je vais vous donner quelques exemples d'écoles en fait que j'accompagne, soit sur du long cours, soit sur des temps qui sont plus courts, et vous voyez que ce sont des projets qui sont très différents. L'école de la Croix à Paris, qui est une classe soleil, c'est une classe en fait qui accueille des enfants de 3 à 6 ans en situation de handicap. Eux, ils fonctionnent à 95% par du mécénat et en fait, nous, on les aide, la Fondation Saint-Mathieu, nous les aidons à chercher des fonds auprès d'entreprises ou auprès de fondations d'entreprises pour financer, en particulier les salaires en fait des personnes qui sont payées par le GIEC, puisqu'elles ne sont pas prises en charge par les services de l'État. Et on a financé aussi, donc ça c'était intervention de spécialistes, on a financé aussi du matériel, qui est du matériel numérique, et là on a une demande il y a peu de temps pour d'autres matériels. Donc voilà, donc là, on travaille essentiellement pour eux parce qu'en fait, ça prend beaucoup de temps, ils n'ont absolument pas le temps de le faire. Et bien entendu, on émet les reçus fiscaux et on fait tout ce qu'il y a autour. Sur un autre établissement scolaire, qui est l'établissement scolaire Sainte-Jeanne d'Arc à Morteau, alors peut-être qu'ils sont aussi, là comme vous, participants. Eux, ils nous ont interrogés en fait pour les aider, pour trouver du mécénat pour la construction d'un gymnase et d'une cantine. Donc on est là que sur de l'immobilier. Donc là, on les a aidés de deux façons. On les a aidés en fait à mettre en place une plaquette et puis surtout, et puis aussi sur la partie méthodologie, comment effectivement aller voir des chefs d'entreprise. Donc là, il y a, voilà, l'accompagnement, il n'est pas uniquement effectivement sur de la technique, mais là, on va les aider effectivement à rencontrer les personnes. Mais en revanche, avec cet établissement scolaire-là, en tout cas pour l'instant, nous, on voit peu d'entreprises, alors que sur l'école de la Croix, je suis la seule interlocutrice en fait des mécènes. Pour le lycée Saint-Martin à DIFEP, le lycée Saint-Martin, le projet du DIFEP, là, c'est sur une autre thématique, c'est sur le handicap et l'insertion professionnelle de jeunes en situation de handicap. Là, on les aide aussi depuis septembre 2022 pour financer ce projet qui fonctionne essentiellement par le mécénat. Une particularité, c'est que ce projet vise à être reconnu d'intérêt général, donc à être pris en charge par les services de l'État. Eh bien, on espère assez rapidement. Et donc là aussi, c'est le travail, je le fais. C'est moi qui suis en front avec les entreprises, avec les fondations d'entreprises. Le lycée Saint-Vincent à Hendaye, là, c'est quelque chose qui est assez mixte, c'est-à-dire que c'est à la fois de la pédagogie, à la fois de l'immobilier, puisque c'était la volonté en fait de préserver la ressource en eau en construisant des toilettes sèches. Donc ils nous ont appelés. Le projet allait être fait, alors que sur la construction d'un gymnase et d'une cantine, ça y est, le dépôt de permis a été construit, mais ça n'a pas encore commencé. Construction de toilettes sèches était en train d'être commencée. Donc là aussi, on a travaillé pour financer la partie immobilier. Mais ce qui a été surtout mis en avant, c'est le projet pédagogique en fait et développement durable sur ce projet-là. Et donc là aussi, ce sont des fondations d'entreprises qui sont intervenues ainsi qu'une entreprise locale. Et puis un autre exemple, mais là je ne peux pas tous vous les mettre, un autre exemple, mais c'est intéressant d'avoir les différents types de lycées. Là, c'est le lycée professionnel et technologique Robert Schuman à Dugny en Seine-Saint-Denis, là qui a fait appel à la Fondation Saint-Mathieu sur 3 projets. Le tout premier, même s'il est écrit en dernier, c'est le matériel, parce que comme beaucoup de lycées professionnels, il y a des difficultés pour récupérer la taxe d'apprentissage. Et donc, acheter du matériel, c'est quand même plus compliqué. Donc, on est allé voir quelles étaient les entreprises qui étaient au mesure tridimensionnelle, je me souviens. Et on continue avec eux, parce que donc on va travailler ensemble pendant 3 ans pour trouver une approche qui peut aider les jeunes en classe de BTS. Et puis, il y a aussi un projet sur l'accompagnement des jeunes en bac pro qui sont en BTS pour les mettre à niveau et pour que plus de 90% d'entre eux obtiennent le BTS, qui est quand même une gageure, sachant qu'en plus, on est en bac pro en BTS industrie et on n'est pas en BTS service.
Et je sais que sur les BTS Industrie, c'est encore plus difficile d'obtenir son son BTS quand on est en bac professionnel. Donc ces établissements scolaires, vous voyez, on va d'une école jusqu'au lycée, sont aidés à la fois sur des projets pédagogiques et sur des projets immobiliers. La suite probablement, merci Clarisse. J'ai pas entendu Clarisse. Vous les aidez à chercher des mécènes, c'est ça? On va les À aider construire, effectivement. Oui, on les aide à chercher des mécènes. à Et pour communiquer les sur aider à leur chercher projet. pour les aider à chercher des mécènes, il faut que le projet soit construit. On les aide à construire le projet. Parce qu'il y a beaucoup de chefs d'établissement et beaucoup d'enseignants qui ont des idées magnifiques, ça c'est certain. En revanche, peut-être quelquefois, il y a deux difficultés. C'est effectivement la mise à l'écrit en fait d'un projet pour intéresser un mécène, et puis après la construction d'un plan de financement qui soit assez pertinent pour pouvoir convaincre un mécène aussi. Ok. Et sur la slide suivante, ce qui est intéressant pour vous, c'est de comprendre en fait ce que souhaite une entreprise. En fait, une entreprise, elle va rechercher des projets qui correspondent à ses champs d'intervention. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises ou des fondations d'entreprises qui disent: «Moi, ce qui m'intéresse, c'est de financer des projets sur l'égalité des chances, sur l'innovation pédagogique, l'écologie, les arts, les sciences, le handicap, le décrochage scolaire, le sport». Ce ne sera jamais toutes ces thématiques, c'est quelques-unes de ces thématiques. Ils sont souvent friands de nouveautés, d'innovation. C'est clair qu'une entreprise, en fait, elle a toujours envie de dire: «Ben, voilà, moi, je suis la première à avoir aidé tel et tel établissement, tel et tel projet qui était tout nouveau et voilà, je suis novateur sur ce projet». Il faut bien savoir qu'aussi beaucoup ne connaissent pas l'enseignement catholique ou tout du moins ont des a priori sur l'enseignement catholique, en tout cas pour, les entreprises ou la fondation d'entreprise. Donc il faut, souvent remettre les choses à plat pour qu'effectivement ces a priori soient, dégonflés. En tout cas qu'on leur dise, ben, sur certains sujets, ils ont raison, sur d'autres, ils n'ont pas forcément raison. Que la concurrence est grande entre, les associations ou la fondation d'entreprise qui veulent se faire financer. Les grosses entreprises reçoivent beaucoup, beaucoup de projets, et en général, il y a à peine 10 des projets qui sont, voilà, qui vont être financés. Je prends typiquement, j'étais avec une fondation d'entreprise, dans l'expertise comptable qui n'est pas KPMG, une autre qui m'expliquait qu'elle recevait 300 dossiers et sur ces 300 dossiers, elle va en prendre moins de 10. Donc voilà, il y a une très forte concurrence. Donc effectivement, il faut des projets qui soient bien présentés et qui ont aussi quelque chose de novateur, à présenter. Et comment est-ce que les projets arrivent auprès d'une entreprise, auprès d'une fondation d'entreprise? Il y a soit ce qu'on appelle une démarche spontanée, donc en fait, c'est une candidature spontanée, soit on répond à un appel à projet, puisqu'il y a des fondations d'entreprise ou des fondations familiales qui font des appels à projets 1 fois par an, 2 fois par an. C'est rarement plus que ça, et on peut répondre à ces appels à projets, effectivement, si on est bien sur le champ d'intervention. Est-ce que j'avais fait une slide pour bien expliquer pourquoi un mécène est intéressé par le mécénat? Je ne sais plus bien. Est-ce que Clarisse, on peut repasser sur la dernière slide? Oui. Alors avant d'aller, parce que je vois que j'ai encore 2 minutes, un mécène en fait, pourquoi est-ce Non, qu'un mais mécène va allez-y, prenez votre temps. Pourquoi est-ce qu'un mécène, en fait, va donner de l'argent? Ça, je ne l'ai pas mis sur, cette slide. Il va donner, en fait, pour, un certain nombre de raisons. La première raison, c'est que, l'entreprise ou la fondation d'entreprise veut participer, à l'intérêt général. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'elle veut aussi montrer à la puissance publique qu'elle participe à l'intérêt général en donnant des fonds à telle et telle cause. L'autre raison aussi, c'est qu'elle veut expliquer, elle veut prouver à ses salariés qu'elle participe à l'intérêt général, et c'est aussi une façon pour elle, d'une façon ou d'une autre, en fait, de souder les salariés sur quelque chose qui les dépasse un peu. Et les deux dernières raisons, c'est vis-à-vis de ses clients et vis-à-vis de ses fournisseurs. C'est vrai qu'une entreprise, elle a tout intérêt aussi à dire à ses clients, à ses fournisseurs: «Je participe à l'intérêt général, voilà ce que je finance et voilà ce que je suis prêt à mettre sur la table pour aider une cause qui est plus grande que la mienne». Alors quand on va faire appel au mécénat d'entreprise, quand on va recevoir des fonds, d'une entreprise, il faut quand même se poser les questions suivantes. Est-ce que je suis prêt à anticiper la recherche de mécènes sur plusieurs mois avant que le projet ne démarre? Ce n'est pas nécessaire, mais c'est souvent, c'est pas obligatoire, mais c'est souvent nécessaire. C'est-à-dire que si effectivement mon projet a déjà commencé, c'est plus compliqué d'aller chercher des fonds. Alors c'est pas forcément vrai si c'est un projet qui est récurrent d'une année sur l'autre, c'est-à-dire que la première année, je vais faire un essai et la deuxième année, je vais faire appel au mécénat. Là, ça peut tout à fait s'expliquer. Mais si c'est sur un projet sur one shot et que en fait, mon projet est fini dans 2 mois et que moi, ça fait 6 mois que j'ai ce projet-là, c'est beaucoup plus compliqué d'aller voir des financeurs.
Deuxième question importante, est-ce que je suis prêt à mesurer l'impact du projet que je souhaite faire financer et en rendre compte? C'est-à-dire que si effectivement je vais demander à ce qu'une AESH m'aide, enfin aide mes élèves en fait effectivement à pouvoir suivre en classe, est-ce que je suis prêt à dire, ben voilà, maintenant que j'ai une AESH, j'ai soit plus d'élèves parce qu'effectivement mon établissement scolaire est reconnu comme étant capable de suivre des élèves qui sont en situation de handicap, ou mais les élèves qui sont suivis par une ESH, en fait, arrivent à avoir des résultats qui sont plus probants, des résultats scolaires académiques plus probants que s'ils n'avaient pas eu de ESH. C'est le cas typiquement pour le lycée Robert Schumann. C'est ce que m'a demandé un mécène, que je lui démontre que en fait l'impact du projet, qu'il y avait un lien en tout cas avec les résultats scolaires des élèves. C'est dans l'air du temps, de toutes les Oui, manières, de mesurer l'impact des projets, hein. exactement. Il y a des mécènes qui sont prêts à donner beaucoup d'argent, mais ils Oui, demandent vraiment est-ce qu'il y a un retour sur leur investissement. On parle un peu comme exactement. ça. Tout à fait, c'est tout à fait Ça ça. se professionnalise en fait. Le monde de la Complètement. philanthropie se professionnalise. Tout à fait. Et effectivement, par exemple, pour un des projets que je vous ai montré, c'est l'insertion professionnelle de jeunes en situation de handicap. On va nous dire combien d'entreprises avez-vous rencontré, combien de personnes ont été formées à l'accueil de jeunes en situation de handicap pour l'insertion professionnelle, combien de jeunes vont arriver effectivement à avoir un emploi dans une entreprise adaptée ou pas forcément, ou dans une entreprise ordinaire. C'est pas parce qu'on n'y arrive pas qu'on ne sera pas financé, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de pouvoir expliquer qu'on cherche en tout cas à voir si effectivement on a un impact ou on n'a pas d'impact. Et donc c'est pour ça que je mets dans le point 3, est-ce que je suis prêt à rendre compte aux financeurs du projet que je souhaite faire financer? Nous sommes au mois de juin, et donc entre juin et juillet, je vais avoir des contacts avec un certain nombre de mécènes et un certain nombre d'établissements scolaires. On va faire des points à 3 pour dire, ben voilà d'où on vient et voilà où on est arrivé grâce à vous. Et enfin, le dernier point, suis-je prêt à mobiliser mon réseau, celui de l'OGEC, des parents d'élèves et pourquoi pas des anciens élèves pour faire financer mon projet? C'est typiquement vrai pour les projets immobiliers qui sont des projets de territoire et sur lesquels l'OGEC en fait ou le président d'OGEC ou la présidente d'OGEC et tous les membres du bureau, par en fait leurs accointances, vont pouvoir ouvrir des portes auprès d'entreprises locales pour faire financer un certain nombre de projets qui sont plutôt des projets immobiliers. Et c'est ce que moi je vois avec les écoles et les collèges que j'accompagne. Super, merci Florence. Alors, on a plein de questions, donc le sujet intéresse, c'est chouette. Je vais peut-être essayer de les prendre. Je vais commencer par la fin, mais on reviendra à celle du début. Merci pour vos interventions. On me demande, alors sur la Fondation Saint-Mathieu, je pense que ça serait bien d'éclairer sur ce qu'est J'aide mon école. Quelqu'un demande si c'est une plateforme comme Litchi, et on me demande quel est le montant moyen collecté auprès des entreprises pour l'activité de mécénat, Alors, et combien ça coûte de passer et combien coûtent les services de la Fondation Saint-Mathieu? Alors, la première chose, c'est concernant J'aide mon école. Donc, J'aide mon école, c'est une plateforme de financement comme Litchi ou comme Hello Asso, comme la Toussaint Projet, qui est dédiée uniquement à l'enseignement catholique. Donc, il n'y a que les établissements de l'enseignement catholique qui peuvent travailler avec J'aide mon école. L'intérêt de J'aide mon école, c'est que nous, on a une personne dédiée qui s'appelle Faneva, et Faneva ne travaille que sur J'aide mon école. Il va vous aider en fait à créer effectivement cette plateforme-là. Il va vous dire si votre projet est éligible, enfin si ça lui paraît raisonnable ou pas. Il y a des projets où on dit soit le montant est trop élevé, soit il est trop faible, soit on a peu de probabilité que ça marche, parce qu'on a quand même une expérience de plusieurs années, donc on sait effectivement ce qui fonctionne. Et les montants, je vous dis, c'est plutôt entre 5 et 10 000 qui sont sur ces projets-là. Voilà. C'était la première question. Et la deuxième question, elle était sur le montant moyen sur le mécénat. C'est variable, ça va dépendre de votre projet. Moi, je dirais plutôt que c'est un minimum et un maximum, vous avez déjà... Ça va dépendre du projet, parce qu'un projet, entre un projet à 3,5 millions et un projet à 10 000 €, ben forcément, 3,5 millions, j'aurais pas 3,5 millions en mécénat, ça c'est sûr. J'aurais quelques pourcentages, j'aurais peut-être 10% max voilà, donc ce qui fait quand même 350, ce qui est quand même déjà conséquent. Donc déjà avoir 350 sur plusieurs, donc ça, on va pas avoir ça en 2 mois. Donc c'est long, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de mécènes. Et sur un projet, alors moi, je vais pas intervenir sur un projet à 10 000 € parce que je peux pas, en fait, je suis obligée, je n'ai que 24 heures dans ma journée, donc je suis obligée de mesurer mon temps. Donc je vais aller sur des projets qui sont plutôt aux alentours de 50 000 €. Et sur un projet
aux alentours de 50 000 €. J'ai un projet en tête sur lequel je travaillais ce matin, sur lequel là, je demande un financement intégral sur 50 000 €. Et là, je pense que j'aurai 3-4 mécènes sur ça. Je peux avoir un seul mécène et je peux avoir 3-4 mécènes. Et il y a une question que vous m'avez pas posée, mais à laquelle je vais répondre, c'est que la durée entre le moment où un mécène me répond, je lui pose la question et le moment où le mécène me répond, déjà, il faut déjà que je trouve le mécène. Déjà, ça prend un temps. Entre le moment où j'arrive à le contacter et le moment où il va me répondre, ça peut être 3 jours. Ça m'est arrivé une fois et ça peut être 365 jours, hein, donc une année complète. Il n'y a pas de règle. Ça va dépendre du mécène, c'est-à-dire qu'il y a des mécènes qui étudient des candidatures au fil de l'eau, toute l'année. D'autres, des mécènes qui vont répondre, qui vont réunir leur comité une fois par an. Donc, si mettons leur comité est réuni le 2 juin et que moi je présente mon dossier le 3 juin, ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'attende une année. Si effectivement je le présente juste avant, ça va être compliqué. Il vaut mieux que je le présente un mois avant. Donc les durées sont variables, mais je dirais que moi j'ai noté que l'année dernière, grosso modo, la durée de réponse elle est à peu près entre 5 et 6 mois. Peut-être moins, peut-être 4-5 mois, peut-être pas 6 mois, 4-5 mois. Et comment vous sélectionnez les projets que vous accompagnez? Les projets, je vais les sélectionner si je me dis, c'est la capacité d'intérêt pour un mécène. Enfin, c'est ça que c'est vraiment important, la première. Et la deuxième chose, c'est effectivement le projet me paraît abouti ou pas. C'est-à-dire que voilà, si le projet me paraît plus flottant, il va falloir qu'on travaille ensemble le projet effectivement pour aller jusqu'au bout. OK. Et combien ça coûte? Alors ça, là, les services de la Fondation Saint-Mathieu? Voilà, on prend des frais de gestion, donc je verrai avec les gens qui sont intéressés, mais il y a des frais de gestion parce qu'effectivement, comme vous l'avez compris, nous ne recevons aucune subvention de l'État. Donc en fait, on est financé, mais en tout cas, à ce jour, en tout cas, le temps que l'on passe est, comment dire, il n'est pas compensé par les frais de gestion que nous recevons. Et un projet de cantine scolaire dont le lancement est prévu en janvier 2025, est-ce qu'il est trop tard pour lancer la recherche de mécènes? Est-ce que le permis de construire a été déposé? Je ne sais pas. Voilà. Donc en fait, voilà, les questions qu'on va se poser, c'est: est-ce que le permis de construire a été déposé? Est-ce que vous avez déjà signé vos emprunts avec la banque? Et puis, là, il va falloir faire quand même très, très vite, hein, parce que si effectivement, si elle ouvre en janvier, ça me paraît un peu bon, après je sais Non, je pas, pense que c'est le lancement de la c'est le construction qui aura lancement. lieu en janvier Non, 2025. je pense que ça vaut le coup, à mon avis. Non, je pense que ça vaut le coup d'essayer en fait, maintenant là. En fait, c'est-à-dire voilà, de se dire: «Bon, on va commencer maintenant». Il y aura effectivement un petit trou pendant l'été au mois d'août et puis, en août, vous, chef d'établissement et présidence de JAC, vous allez être très occupés, mais vous allez recommencer en fait à partir d'octobre, à faire cette recherche. Donc on peut Est-ce commencer à regarder ça ensemble et est-ce que évidemment, je précise aussi, c'est que je demande toujours le bilan des établissements scolaires avant de me lancer dans quelque recherche de mécénat que ce soit. OK, est-ce qu'il y a une période plus propice pour présenter les dossiers? Ça doit dépendre des fondations, Non, j'imagine. exactement, il y a pas de période plus propice que d'autres, c'est très variable. C'est vraiment variable. Il y a plein d'appels à projets qui sortent en général en janvier, février. Il y en a d'autres qui sortent en novembre, mais c'est vraiment ça dépend franchement des axes et c'est pas parce que, il y a des fondations d'entreprises qui font des appels à projets, d'autres qui font pas d'appel à projets. Donc la seule chose, c'est qu'il faut savoir quand est-ce qu'a lieu le comité. C'est quasiment jamais c'est mis sur le site, mais c'est assez rare et puis, il y a des entreprises où il y a pas de fondation, donc il faut les contacter. Puis des fondations familiales aussi qui font ça quand ça leur chante. Est-ce que vous démarchez des entreprises locales dans le secteur immédiat de l'école ou vous démarchez que des grosses fondations? Moi, je démarche pas d'entreprises locales, à de très, très rares exceptions près. J'explique comment il faut démarcher des entreprises locales. Ça, c'est pour l'immobilier local. En revanche, il y a certains projets qui sont plutôt des projets pédagogiques où là, ça va être des entreprises et des fondations d'entreprises au niveau national. Donc, vous voyez que ma réponse, en fait, elle est en 2 parties, hein. Une partie sur l'immobilier, une partie sur le pédagogique. Sur la partie immobilier, on va être sur du local et sur, la pédagogie, on peut être sur du local et aussi beaucoup sur du national. Typiquement sur l'autisme, ce sont des fondations d'entreprises nationales qui aident. S'il y a un établissement qui est intéressé, c'est vous qui contacte Florence, Oui. pour vous faire part de leur projet et que vous disiez si leur projet a des chances et pourquoi pas les accompagner dans la recherche de mécènes? Oui, oui. OK, alors j'ai beaucoup de questions, merci beaucoup. J'ai
Alors, je vais mettre la slide de la fin parce qu'on me demande votre contact et je l'avais. Voilà, donc là, vous les avez. Le contact de Florence de la Laurencie, de Olivier Robin et de l'AFNOGEC. Alors, j'ai beaucoup de questions sur le rescrit fiscal. Oui. Je pense qu'on peut les grouper. On peut peut-être revenir sur le rescrit fiscal. Je le dis avec mes mots, Olivier, et vous me dites si j'ai bien compris. Comme ça, je suis président d'OGEC. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un OGEC est un organisme d'intérêt général. Ça, c'est reconnu parce que ce que vous avez expliqué tout à l'heure, il est ouvert à tous. Donc, ça veut dire que tous les élèves, quelle que soit leur confession, peuvent venir dans une école catholique. Il a une gestion désintéressée. Et j'en oublie un troisième. Il ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint. D'un cercle restreint, ça, il est ouvert à tous. Il a une gestion désintéressée. Et j'en oublie un troisième. Il n'y a pas d'avantage à ses membres, qui est consenti qui sont exactement. Donc, il est habilité à émettre des reçus fiscaux. C'est un sujet qui, comment je vais le dire, l'AFNOGEC a pu, l'AFNOGEC, et ça c'est la position de l'AFNOGEC, un OGEC est un organisme d'intérêt général et peut émettre des reçus fiscaux. Il y a un risque, et c'est un risque qui est soulevé dans plusieurs des questions, et c'est ce à quoi il faut faire attention, c'est que pour que l'OGEC puisse émettre un reçu fiscal, il faut que la personne qui ait donné le don, ça ne fasse pas l'objet d'une contrepartie. Ah oui. Donc, je donne un exemple. Les OGEC reçoivent des contributions des familles, de la part des familles. Est-ce que ça peut faire l'objet d'un don et d'un reçu fiscal? Non, puisque c'est une contrepartie à l'éducation des enfants et au fait que les enfants soient scolarisés dans votre OGEC. Je donne un deuxième exemple. Si vous appelez une contribution des familles et que vous proposez à certaines familles de donner une contribution volontaire additionnelle en plus parce que vous leur demandez si elles ont les moyens de pouvoir donner une contribution en plus, la contribution additionnelle peut-elle faire l'objet d'un reçu fiscal? La réponse est non, parce que c'est bien une contribution des familles, même si elle est volontaire, même si tout le monde ne la donne pas, c'est bien son objet qui est une contribution des familles, et donc c'est bien pour scolariser l'enfant. Donc tout ça, ça ne peut pas faire l'objet de reçu fiscal. Ce qui peut faire l'objet de reçu fiscal, c'est par exemple, vous faites un projet immobilier de 50 000 € et vous allez faire appel à la générosité du public. Si vous faites que appel à la générosité des familles, là, il y a un risque de contrepartie parce qu'en fait, vous allez faire des travaux dans l'établissement et sur ces 50 000 €, en fait, ça va peut-être rénover la cour d'école et c'est les familles qui vont en bénéficier pour leurs enfants. Donc là, il y a un risque de contrepartie si l'opération d'appel à la générosité du public, en fait, elle n'est pas sur le public, elle est sur un cercle restreint qui est les parents d'élèves. Si vous faites appel à la générosité du public, dans ces cas-là, vous pourrez émettre des reçus fiscaux en échange des dons. La position de la FNOGEC, c'est de ne pas demander de rescrit fiscal parce que nous avons suffisamment de rescrits fiscaux qui ont été émis qui nous confortent dans notre position sur le fait que nous sommes d'intérêt général et donc qu'on peut émettre des reçus fiscaux. Toutefois, et c'est ce que Olivier a bien précisé, les règles pour en bénéficier, enfin les règles comptables et de suivi des dons, etc., les règles fiscales sont très strictes. Ça demande vraiment un suivi très très strict et donc vraiment d'y faire attention. Et si vous ne faites pas ce suivi et si par exemple vous n'utilisez pas les bons CERFA, etc., c'est vous qui êtes en risque si un jour vous êtes contrôlé par l'administration fiscale. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et après je vous laisse la parole Olivier, c'est que pour éviter ce risque de contrepartie, en fait, les deux seuls risques pour moi, c'est que l'activité est mal suivie, vous émettez des reçus fiscaux un peu n'importe comment, vous n'utilisez pas les bons CERFA, etc. Et dans ces cas-là, vous êtes en risque si vous êtes contrôlé. Et dans ces cas-là, c'est la responsabilité du président d'OGEC qui peut être engagée. Donc, faut quand même faire attention. Le deuxième risque, c'est le risque de contrepartie. Et donc, pour limiter le risque de contrepartie, c'est pour ça que la FNOGEC travaille avec la Fondation Saint-Mathieu. Ceux qui veulent y aller tout seuls, ils peuvent y aller tout seuls. Ceux qui ont peur
du risque de contrepartie de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'appeler de l'argent que auprès des parents d'élèves. Et finalement, la contrepartie, on n'est pas loin, parce que c'est que des parents d'élèves qui vont donner. Et dans ces cas-là, on conseille de passer par la Fondation Saint-Mathieu, qui est un véhicule, qui est une personne tiers, en fait, qui permet d'éliminer définitivement le risque de contrepartie. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec la Fondation Saint-Mathieu, mais on a eu une des questions a été, est-ce qu'on est obligé de passer par la Fondation Saint-Mathieu? La réponse est non. Il y a d'autres fondations par lesquelles vous pouvez passer. Dans vos territoires, il y a aussi des fondations qui existent, mais c'est un acteur qui est compétent et donc qu'on recommande. Voilà, j'étais un peu longue, mais je voulais reprendre un peu l'historique Olivier. C'est très bien résumé. Si je peux juste rajouter deux petites choses. La première chose, c'est qu'effectivement, ça peut paraître idiot, mais quand on parlait des CERFA, donc c'est les imprimés qu'on remplit pour les reçus fiscaux, donc ça, ils sont extrêmement rigoureux sur l'emploi du bon CERFA. Ça a été mis récemment à jour, donc je crois que c'était en 2023. Faut vraiment pas se tromper. Faut pas se servir d'une vieille version qui traîne sur Internet. Faut vraiment être sûr d'être à jour sur l'imprimé qui est utilisé, parce que sinon, les conséquences, effectivement, elles sont sur un engagement de la responsabilité au niveau de l'OGEC. Donc ça, c'est important. Et la deuxième chose, et pour revenir sur la notion de contrepartie, si on veut donner un exemple concret, alors effectivement, il faut, en termes de bonnes pratiques, déjà se faire une idée du projet qu'on veut financer, communiquer sur un appel à la générosité du public, donc au-delà effectivement du cercle des parents qui vont pouvoir contribuer, et puis derrière s'engager et bien faire en sorte que les sommes qu'on a collectées à ce titre-là et qui sont arrivées sur nos comptes sont bien affectées au projet qu'on avait initialement mis en avant pour justifier justement cet appel aux dons. Parce que voilà, il ne faut pas qu'on se trouve dans une situation où il y a une partie des fonds qui ont été élevés qui servent au financement de la kermesse, parce que alors là sinon ça peut être vraiment catastrophique, mais c'est quelque chose qui peut être facile en fait, c'est une erreur qui peut être facile à commettre, donc il faut bien garder ça en tête, ça reste quand même un petit peu exigeant. Une question, si l'entreprise bénéficie de 60% de réduction d'impôt, mais de quel impôt? Impôt sur les sociétés. L'IS. Ok. Et je rajoute effectivement que les reçus fiscaux, c'est effectivement peuvent être émis au titre de l'IS et de l'IRPP, mais pas de l'IFI. Hein. Oui, tout à fait. Oui, alors exactement, les OGEC sont d'intérêt général, donc c'est la réduction de 66%, mais ils ne sont pas reconnus d'utilité publique, alors que la Fondation Saint-Mathieu l'est. C'est-à-dire que les OGEC, ça va être que du impôt sur les revenus 66%, alors que les dons Fondation Saint-Mathieu seront déductibles de l'IFI 75%. C'est ça? Exact. Alors là, j'ai une question c'est une question que je trouve intéressante, donc je la pose, mais elle me questionne. En tant que membre d'OGEC et mettant mes compétences au service de celui-ci, peut-on dire que je fais du mécénat de compétences? Ah, ça c'est effectivement. C'est une bonne question. Alors, on va trouver notre réponse dans la lettre du texte. En fait, la lettre du texte, elle nous dit que c'est bien une entreprise qui met à disposition ses salariés. Donc du coup, moi, à titre personnel, mettre mes compétences à disposition, je ne pourrais pas m'émettre un reçu fiscal à mon profit simple. On est plus sur une logique justement d'entreprise qui met à disposition ses salariés avec des charges qui sont bien identifiées sur le salarié concerné. Donc moi, si je suis salarié et que mon entreprise éventuellement accepte de mettre mes compétences à disposition et valorise cette mise à disposition, ça peut fonctionner. Si je le fais de mon propre chef, c'est plus compliqué. Oui, c'est pas de son propre chef. Tout à fait. Il faut que j'imagine que les compétences, que l'activité salariée de la personne doit avoir un lien avec les compétences mises à disposition. Exactement. Est-il possible de faire financer des travaux immobiliers? Ça, je pense qu'on a parlé, oui. Je cherche les questions, hein. Je les relis toutes. Alors, il y a pas mal de questions sur est-ce qu'on aurait des documents supports, des trames, des choses pour les aider dans notamment la présentation des projets. Alors, peut-être Florence, vous avez des choses? Non, parce qu'en fait, chaque projet est différent et ce que demande de chaque mécène est différent. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est que le projet soit bien clair et puis après, effectivement, adapter ses réponses en fonction des besoins des mécènes. Oui, et nous, FNOGEC, c'est quelque chose sur lequel on pourrait travailler parce que c'est une bonne idée, mais on n'a pas ça. On nous a demandé aussi si on avait une liste des fondations mécènes. Non, ça y est pas. Ça, c'est pareil, on n'a pas, mais c'est quelque chose sur lequel on pourrait travailler, ça serait intéressant.
Une question technique, je pense vous allez pouvoir répondre. Le président de mon conseil d'administration demande à se faire rembourser ses frais de déplacement lors de nos rendez-vous de conseil d'administration. Ce que vous dites est que Logec peut lui faire un rescrit fiscal plutôt que de le rembourser s'il est d'accord. Oui, Bah oui. ça doit pouvoir fonctionner. Les règles de valorisation des déplacements, elles sont strictes. Vous n'en avez pas parlé tout à l'heure, mais c'est le barème kilométrique. Hein. Tout à fait. C'est le barème kilométrique et pour un don en nature, c'est la valeur nette comptable du don. Oui, je suis juste en train de penser à quelque chose parce que dans le texte, on nous parle bien de bénévoles, donc il faut juste s'assurer qu'on n'est pas rémunéré à ce titre-là. Oui, c'est ça. Ouais, alors ça, on a des modèles dans la documentation d'Isidore, on a des modèles sur ce genre de choses. Je vais sur le remboursement des frais de déplacement. Je vais chercher de la documentation et je vous la mettrai dans le question-réponse. Ça, j'ai répondu. Est-ce qu'on peut recevoir des sommes d'argent hors de France? Ça, c'est peut-être pour Olivier. Oui, mais du coup, il n'y aura pas d'émission de reçu fiscal. Ça dépend des conditions fiscales de chez lui, non? Oui, mais pour moi, alors, nous, on voit souvent, nous, en France, on a des dispositions qui sont prévues dans le sens inverse, c'est-à-dire que moi, je suis donateur français et dans ce cas-là, je donne à un organisme à l'étranger, donc on a des conditions qui sont bien définies. Mais de l'autre côté, bah, effectivement, si j'ai quelqu'un qui me donne venant de l'étranger, j'ai pas de pertinence à émettre un reçu fiscal, sauf si cette personne, et ça c'est possible aussi, elle déploie son activité via une autre structure en France. Donc du coup, par exemple, le siège est dans un autre pays, et puis on a quand même une filiale qui exerce une activité en France, auquel cas on peut éventuellement passer par la filiale. Oui, parce que information pour Florence, les fondations comme Rolex sont assez généreuses. Voilà, je ne sais pas si vous aviez pensé. Mais il faut-il que ce soit sur leur... effectivement, après, il faut que ça corresponde à leur axe d'intervention. Un architecte qui travaille bénévolement pour un OGEC dans le cadre d'un programme de travaux, c'est toujours sur le mécénat de compétences, dans le cadre d'un programme de travaux pour l'établissement scolaire, peut donc demander un reçu fiscal correspondant à ce que coûterait son travail. Oui. Bah, encore une fois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement, si la personne est salariée de son entreprise, effectivement, je pense que c'est une possibilité. Après, et qu'elle est mise à disposition sur son temps de travail, j'imagine. Oui, tout à fait. Il y a quand même ça s'étudie le mécénat de compétences. Oui, effectivement, c'est à voir avec l'entreprise et c'est à cadrer. Je pense que c'est sur le temps de travail. Les compétences doivent être en lien avec l'activité salariée de la personne. Je pense que pour le salarié, c'est très balisé. Pour le chef d'entreprise, c'est plus compliqué. C'est même impossible, je pense. Pourquoi impossible? Bah, si on a un chef d'entreprise qui n'est pas salarié, c'est pas prévu, c'est pas dans les clous des textes. Ah oui, d'accord, c'est pour le salarié. OK. Ça, j'en ai parlé. Nous avons un projet qui ne concerne que la maternelle dans un groupe scolaire avec maternelle et primaire. Pouvez-vous confirmer que l'on n'entre pas dans le cas d'intérêt particulier? Non. Alors, je ne vois pas ce que vous voulez dire par intérêt particulier. Peut-être le cercle restreint de personnes. Non, ça peut être un projet qui concerne que la maternelle. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord. On l'a typiquement sur la classe soleil, hein, effectivement, ça ne concerne que très peu d'élèves et c'est pas un problème. En fait, c'est un investissement pour l'avenir. C'est pas uniquement pour les élèves qui sont en place au moment où on fait le versement. C'est un investissement pour l'établissement et pour l'avenir de l'établissement. Exactement. Ah, celle-là, je l'aime bien. À l'occasion des 100 ans de l'institution, nous souhaitons réhabiliter les 3 cloches du clocher de l'école. Quelle bonne idée. Mieux vaut passer par les dons défiscalisables des parents ou le mécénat d'entreprise. Ça va dépendre du montant, j'imagine. Oui. Et puis pas de dons défiscalisables des parents. Et puis vous pouvez faire les deux. Hein. Oui, tout à fait. Et donc du coup, c'est bien un appel à la générosité du public, c'est pas uniquement à destination des parents. Faire attention. Exactement, ça peut être un appel. Ah oui, mieux vaut passer par les dons défiscalisables des parents. Non, c'est mieux vaut appel à la générosité du public, pas que les parents, la générosité du public. Et pourquoi pas solliciter le mécénat d'entreprise? Parce que là, il y a une dimension patrimoine. Oui, c'est sur le patrimoine, exact, c'est sur le patrimoine qu'on viendrait, effectivement. Qui peut intéresser des mécènes.
Bon, ça va faire 55 minutes. Je pense qu'on va s'arrêter. Je vérifie s'il y en a une. Pas d'intérêt. Effectivement, beaucoup de questions sur le rescrit fiscal. On recommande de ne pas le faire. Voilà. S'il y a des gens qui sont frileux et qui veulent le faire, ils peuvent le faire, mais à leurs risques et périls. Et le problème aussi, c'est que s'ils le font et qu'on a une réponse négative de l'administration, bah, ils mettent en risque tout le réseau. Donc la réponse est plutôt ne le faites pas. Bon, j'ai peut-être encore des questions, mais à la marge, je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions. Écoutez, merci beaucoup pour votre participation. C'était un webinaire très riche. Ah oui, j'en vois encore. Oh là là. Bon, s'il y en a encore, n'hésitez pas à nous les poser. Voilà, vous avez nos mails. On vous répondra avec plaisir. Vous avez compris que les règles sont strictes, mais c'est possible et c'est vraiment une voie de financement qui peut être recherchée par les OGEC. La Fondation Saint-Mathieu peut vous aider si vous n'avez pas les compétences. Si vous avez des gros projets, vous vous dites, mais là, ça doit intéresser les mécènes, surtout contactez-les. Et si vous avez des questions techniques sur le mécénat, l'appel à la générosité du public, je vous invite à aller sur la plateforme Isidore. Vous tapez mécénat et vous allez voir qu'il y a une fiche pratique qui est dédiée au mécénat et qui vous rappellera tout ce qu'on s'est un peu dit aujourd'hui. Donc merci Olivier, merci Florence. Merci. Merci beaucoup à tous. Et à bientôt. Au revoir à tous. À bientôt. Au revoir.